Il a également développé de nouvelles formes d'écoute afin que sa pédagogie soit adaptée à certaines pathologies, comme par exemple l'autisme ou la surdité. En parallèle, il a consacré une longue partie de sa carrière à la diffusion de cette méthode en créant plusieurs écoles de musique. Tous ses travaux l'ont créé en 2019 le Centre de recherche en pédagogie, musique et création à Paris. Robert Kalouche est auteur de nombreuses œuvres artistiques, pédagogiques et théoriques. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une première pour l'Institut d'audition, puisque vous êtes le premier intervenant invité à nous faire l'honneur d'une conférence en présentiel après ces 2 années compliquées. Avec mes collègues du comité d'animation scientifique, nous vous remercions de nous faire l'honneur de votre présence et la scène est à vous. Merci Nicolas. Est-ce que ça n'est pas trop fort, ça va? Bon. Donc il paraît que j'ai l'autorisation de respirer. Dans un premier temps, je remercie l'Institut Pasteur, l'Institut d'audition, Madame Christine Petit et Monsieur Nicolas Michalski pour leur invitation, ainsi que le comité d'organisation, Luc Arnal, Jérémy Barral, Brice Batelier, Maureen Whitling, Sophie Bagur, Maxence Corny et Philippe Jean. Et je vous remercie à tous, mesdames et messieurs, de votre présence. Je tenterai aujourd'hui d'utiliser votre vocabulaire en parallèle avec la formulation pédagogique qui est la mienne, ce qui va m'obliger, pour vous exposer mes conceptions sur l'éducation auditive, de sortir complètement de ma zone de confort. Alors je vous demande de l'indulgence pour mes imprécisions éventuelles sur les termes. J'attends vos rectifications et j'en profite pour dire aux chercheurs que vous êtes à quel point votre travail est utile à la pédagogie. Quelques mots de présentation. Je suis pianiste, pédagogue, j'ai créé une pédagogie musicale qui, pour s'édifier, a dû aller chercher des réponses là où elles se trouvaient. Aussi, je n'ai pas hésité à collaborer avec des philosophes, des psychologues, ethnomusicologues, des médecins, neurophysiologues ou des neuroscientifiques que j'ai questionnés et qui ont à leur tour, dans mon travail, trouvé des voies de recherche ou des éléments de réponse à leurs problématiques. À la source de ma pensée pédagogique, je considère que chaque enfant possède des potentialités et une perception de sa propre problématique d'apprentissage. Et c'est au pédagogue d'identifier ces richesses pour permettre à chaque enfant de les activer à souhait, dès qu'il en saisira l'opportunité. À un certain moment, la surdité a suscité chez moi un intérêt particulier, au point que je me suis interrogé sur la capacité de ma pédagogie à faire face à cette problématique. Alors j'ai repensé, remodelé et recyclé mon dispositif pédagogique pour en faire émerger 3 formes d'écoute très particulières, susceptibles d'augmenter les capacités de perception et de traitement de ce merveilleux signal qu'est le son. D'écoute synergique qui, en mobilisant la synesthésie fonctionnelle, favorise un circuit d'écoute multisensoriel individué en rapport avec les zones de réussite et potentiel de l'enfant. Par l'écoute exquise, j'ai imaginé activer dans le cortex auditif un piano neuronal, soit un espace de représentation sonore sur le modèle de l'audition intérieure maîtrisée du musicien. Enfin, l'écoute précieuse utilise une technique particulière qui permet à l'auditeur de potentialiser son audition en accrochant les sons dans l'espace à la place où ils frémissent le plus, au meilleur angle d'écoute et dans la bonne direction. En pratique, après une présentation et un bref exposé de ma pédagogie sous-tendue par le concept fondateur de conductibilité, soit une communication par la création, je présenterai et commenterai ces 3 formes d'écoute particulières qui permettront d'identifier concrètement mes réflexions sur l'audition, de montrer l'importance de votre travail de chercheur pour la pédagogie et d'imaginer l'apport possible de langue pédagogique sur la recherche scientifique. De courtes vidéos et des documents viendront illustrer mes propos. Alors, commençons par le concept de conductibilité. Commençons par définir ce qui est fondamental à l'éducation, à la transmission,
à l'aide apportée l'art de la communication. La conductibilité est pour moi une forme idéale de communication grâce à laquelle le maître et l'élève, quel que soit l'âge de l'enfant et sa maturité, s'enrichissent mutuellement par un processus de co-construction créative et interactive dont la source est le potentiel de l'enfant. Nous allons y venir. Le mot conductibilité, je l'ai créé avec conduite, conduire l'enfant, le diriger, et ductibilité, soit permettre à l'enfant d'aller là où il veut et où il ne sait pas toujours, avec fluidité et liberté, l'encadrer et le laisser faire. Un parent tient la selle du vélo avec souplesse et fermeté pour permettre à son enfant de percevoir la sensation d'équilibre tout en cheminant librement et en construisant sa propre route. Ce terme de conductibilité désigne aussi le phénomène de transmission de la chaleur. Le hasard m'a donné cette image forte de ce concept qui conçoit l'existence chez l'enfant d'éléments prêts à s'embraser, ce qui me fait dire enseigner, c'est un feu que l'on allume. L'enfant n'est pas un vase vide que l'on remplit. D'ailleurs, l'étymologie du mot apprendre, après un déré, nous dit allumer un feu. Et je cite Victor Hugo, apprendre à lire, c'est allumer un feu, toute syllabe épelée, étincelle. Mais avant d'aborder le potentiel de l'enfant, je vais évoquer la source, l'essence de la conductibilité, une forme particulière de communication que j'utilise spontanément avec tous les jeunes élèves quand le dialogue verbal n'est pas apparu ou n'est pas possible. Ce sont les bébés qui fréquentent mes écoles et qui ne cessent de m'apprendre à voir le monde et à concevoir le rapport aux autres autrement, qui m'ont fait découvrir cette manière d'être ensemble totalement inédite que seuls les sages et les savants pratiquent. Je l'ai nommé la présence. Alors qu'est-ce que la présence? Un bébé devient conscient de soi lorsqu'il devient capable de communiquer à soi-même et aux autres ce qui l'intéresse. Cela suppose de pouvoir transformer un objet intéressant en outil de communication. De cette façon, l'objet n'est plus seulement ce qui lui plaît, ce n'est plus une trace, mais un signe dont la fonction est de désigner un centre d'intérêt. Par exemple, si je vois quelqu'un ramasser des fleurs, il n'est pas en train de me faire un signe pour m'expliquer ce qu'il fait, son action laisse une trace que j'interprète, alors que s'il me regarde en me montrant une fleur, il me fait signe de venir le rejoindre ou de me décrire son action. Voilà la différence entre trace et signe. Avant l'étape du signe, les objets ne sont pas pour le bébé des outils de communication. Il ne s'en sert pas pour se dire ou pour dire à quelqu'un « je suis quelqu'un qui aime ceci ou cela ». Il n'a en ce sens aucune forme de réflexivité. Les bébés sont ce qu'ils font et ils font ce qu'ils sont. Ainsi, la présence est un mode de communication dans lequel les communicants ne tentent pas, paradoxalement, de s'exprimer ou de dialoguer même avec leur corps. Ils ne sont pas, pour ainsi dire, tournés l'un vers l'autre. Ils sont au contraire animés par une même préoccupation et tournés pour cette raison vers un point qui n'est aucun d'entre eux. Ils sont simplement heureux de partager leur centre d'intérêt. Ils admirent ensemble et en silence, par exemple, un même coucher de soleil.